Alors, ah oui, ça marche. Alors, je ne vous vois pas du tout, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Peut-être que vous me voyez. Vous me voyez très bien, merci. Ça va être plus compliqué pour lire mon discours. Ouais. Il faudrait me mettre juste un petit peu plus de lumière que je puisse au moins lire ce que j'ai à dire. Je l'ai un peu en tête, mais quand même. Ah. Voilà, bonjour à tous. On laisse des personnes qui viennent d'arriver s'asseoir tranquillement. Merci à tous d'être là dans des conditions un petit peu particulières. Voilà, nous devons respecter des consignes sanitaires. J'ai la possibilité, étant éloignée, de parler sans masque pour que vous me compreniez mieux. Je vous demande de garder votre masque toute la soirée et de rester bien séparés lorsque vous n'appartenez pas au même groupe pour qu'on puisse gérer tout ça. Ce sont nos consignes à respecter, on va le faire et c'est ce qui nous permet de nous réunir ce soir. Alors voilà, bonjour à tous, bonsoir à ceux qui sont dans la salle. Je crois qu'il y a une autre salle aussi où il y a du monde, on leur dit bonsoir aussi. Et puis on est en retransmission sur les réseaux sociaux, donc on dit bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent en live via les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment un grand plaisir et beaucoup d'émotions. Vous savez que c'est une soirée à laquelle je suis très 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 attachée. Et parce qu'on va parler d'art et de culture, et puis parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, je crois, et qu'on s'était réunis. Donc c'est un moment privilégié, et je crois qu'on en a tous besoin. On a besoin de ces moments. Et c'est pour ça que merci à tous de bien respecter ces consignes sanitaires pour ne pas se priver de ces moments-là. Alors, bonsoir à toi, ma chère Paola, maire adjointe à la culture Ville-Sainte-Foy. C'est un peu loin, mais je sais que tu es près de moi. Plaisir aussi, Véronique Deschamps, maire de la Mulatière, de vous accueillir ce soir. Notre partenaire... Oui, vous pouvez applaudir parce que nouvellement élu à la Mulatière, vous pouvez y aller. Le partenariat se poursuit, certainement renforcé sur ce mandat, plus que jamais à l'aube de ce mandat qui commence. Alors permettez-moi quand même de citer d'autres personnes qui sont avec nous et là aussi qui partagent le bonheur d'être avec nous ce soir. Madame Sandrine Chaz, qui est adjointe à la culture de la Mulatière. Félicitations, et elle est par là, bienvenue. On essaie de vous présenter. Madame Margan, qui est adjointe à la culture Ville-Doulin, qui doit être par là, je ne sais pas si je l'ai vue, mais en tout cas, elle est parmi nous, et je lui dis un grand bonsoir. Madame Boulet, qui est adjointe à la culture Tassin la demi-lune, avec nous aussi. Donc vous voyez, on a Monsieur Thierry Audifresne, maire adjoint culture ville de Francheville. Un homme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je remercie les élus de la ville de Sainte-Foy qui sont là ce soir. Jean-Paul Delorme, conseiller général honoraire et notre ami qui est avec nous aussi. Je remercie Monsieur Boss qui est principal du collège du Plan du Loup, qui est toujours avec nous aussi pour cette saison et qui est là avec son épouse. Je le remercie parce que avoir un membre de la communauté éducative de Sainte-Foy, je peux vous assurer que ça nous fait vraiment un grand plaisir.
Je remercie bien sûr les présidentes et les présidents d'associations qui sont là ce soir. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous citer. Je vais quand même citer M. Paul Béchette, qui est président du club Charcot, des sportifs avec nous ce soir. Ça fait du bien aussi. Ça fait beaucoup de bien. Merci à Claude Roire, DGS, directeur général des services de la ville de Sainte-Foy, d'être là. Merci à Jocelyne Lucet, directrice des ressources humaines de la ville de Sainte-Foy, d'être avec nous aussi. Évidemment, Christine Jaudoin, qui porte haut et fort cette saison culturelle à côté de Paola, avec nous bien sûr. Christine Maté, qui est la directrice de nos bibliothèques sur la ville de Sainte-Foy, qui est avec nous aussi. Et Madame Sylvie Chabert, qui est directrice du Conservatoire de musique et de danse de Sainte-Foy, puisque nous en parlerons tout à l'heure aussi. Merci à vous d'être là parmi nous. Je crois que j'ai oublié personne, mais si j'ai oublié, excusez-moi. Je rattraperai ça tout à l'heure. Alors, je voudrais aussi qu'on remercie les entreprises partenaires et mécènes de cette saison culturelle. Évidemment, Monsieur Lamotte, directeur régional Engie, merci d'avoir mis un petit peu plus de lumière. Monsieur Lamotte, directeur régional Engie Lyon Métropole, merci pour votre fidélité et pour votre confiance. Monsieur Christian Michaud, directeur du domaine Lyon-Saint-Joseph, merci aussi pour votre accompagnement fidèle. Madame Sylvie Bonnier, du Crédit Agricole Centre-Est, merci aussi. Monsieur Fèvre, bien sûr, boulangerie-pâtisserie à Saint-Luc, qui est avec nous et qui nous suit. Merci à Monsieur Pierangelo Camarota, qui est consul général d'Italie, avec nous, et Madame Anna Pastor, qui est directrice du Centre culturel italien. Voilà, chers amis, bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez émue, et même très émue. Et je me dis, mais comment on parle de culture dans des temps pareils? Comment est-ce qu'on peut parler de culture? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que culture, c'est un mot un peu passe-partout, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on dit? À la télé, dans les médias, on entend tout le temps la culture d'entreprise. On entend parler de la culture des banlieues. On entend parler de la culture d'opposition. On entend parler de la culture de certaines sociétés. On entend beaucoup de choses sur le mot culture. Donc finalement, à peu de frais, on fait de la culture. Alors moi, je me dis, finalement, totale dissolution du sens. Et à peu de frais, on fait de l'effet. Alors je me suis posé la question et je me suis dit, comment est-ce qu'on parle de culture dans ces conditions-là? C'est quoi la vraie culture dans tout ça? Vous savez, celle qui met en valeur l'esprit, celle qui met en valeur l'âme. Comment on en parle désormais? De plus en plus difficile. Eh bien moi j'espère que ce soir, et que tout au long de notre saison culturelle, eh bien nous pourrons mettre en valeur l'esprit et nous pourrons mettre en valeur l'âme. Ma chère Paola, c'est bien sûr vers toi que je me tourne, évidemment. Notre pilier de cette politique culturelle, on le sait, c'est toi. Un nouveau mandat, une nouvelle politique culturelle, évidemment, toujours plus riche, toujours plus surprenante pour vous tous, toujours plus diversifiée, toujours plus ouverte au grand nombre, au plus grand nombre d'entre nous. C'est quand même ça l'essentiel. Lors du dernier conseil municipal, parce que nous avons été réélus il y a peu de temps, notre opposition, bien sûr, dressait, avec un petit accent, voire un petit rictus de critique, nos priorités budgétaires, évidemment. Alors évidemment, si l'augmentation d'un budget consacré à la sécurité peut porter discussion, j'ai un peu de mal à comprendre comment l'augmentation d'un budget pour la culture peut le faire. Manifestement, ça ne convient jamais. Mais, ma chère Paola, nous allons continuer. Nous allons continuer à essuyer ces critiques et croyez-moi, nous allons poursuivre dans cette voie, peu importe pour nous. Voici quelques mois, vous tous, les Fidésiens, vous nous avez renouvelé votre confiance pour un second mandat. La culture, toujours aussi centrale pour nous tous. Nous avons pris des engagements. C'est sans doute aussi un petit peu pour ça que vous avez choisi notre projet. Et nous les respecterons, évidemment, sur les 6 années du mandat. Quelques engagements pour la culture. Nous avons évidemment besoin à Sainte-Foy d'un vrai lieu d'exposition, adaptable à toute forme de création artistique. Ça me semble indispensable. Et bien évidemment, mon regard se porte sur l'ancienne piscine municipale que vous avez connue pour des expositions et dont on espère pouvoir très vite y installer un pôle culturel et sportif, parce que nous pensons que les deux peuvent aller ensemble et peuvent fonctionner, où les associations évidemment auront toute leur place. Et puis, nous nous sommes engagés aussi pour notre bibliothèque. Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter notre bibliothèque, à considérer que la lecture et le livre est l'ouverture de l'âme et l'ouverture de l'esprit. Donc cette bibliothèque, il faut qu'elle devienne vraiment ce tiers-lieu. Vous savez, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais qui me plaît beaucoup,
le tiers-lieu. Existe-t-il un troisième lieu pour nous tous? Eh bien, il va falloir qu'on arrive à créer ce tiers-lieu. Je me tourne vers Paola, vers Madame Maté, qui nous accompagne dans ce projet avec les services. Et ce petit coin de lecture, ce petit jardin de lecture dont nous rêvons tous pour notre bibliothèque, on y arrivera, on y arrivera. Et puis, vous savez que la culture à Sainte-Foy, c'est aussi le conservatoire de musique et de danse, où il va falloir absolument travailler sur un nouveau lieu pour accueillir toutes les familles et tous les enfants qui y sont. Évidemment, la culture à Sainte-Foy, c'est aussi notre patrimoine, la nécessité de préserver notre patrimoine, l'église, bien sûr, dans une deuxième tranche de travaux, mais aussi l'aqueduc. Allons-y. Et puis, la culture à Sainte-Foy, c'est cette saison culturelle dont Paola va commencer à vous parler ce soir et va vous présenter ce qu'elle est cette année. Il y en aura sur toute la durée du mandat. Et puis, je termine toujours par ça. Vous allez croire que je radote chaque année maintenant, puisque on entame un nouveau mandat. Mais je le redis, Sainte-Foy est forte de ses associations culturelles. Sainte-Foy est forte de toutes ces associations. Eh bien, nous continuerons ce partenariat. Je sais que des relations de confiance se sont nouées entre nous. Persévérons, continuons. Il y a certainement de nouveaux modèles à inventer entre nous. Et nous serons là et nous essaierons de vous accompagner au mieux, à la fois dans votre création, mais aussi dans ce qui peut être un quotidien associatif. Vous pouvez compter sur nous. La saison culturelle de la ville était déjà un succès sur le mandat précédent. Si je ne me trompe pas, c'est environ 27 000 entrées sur le mandat, bien sûr. Je ne doute absolument pas que la nouvelle programmation vous plaira. Vous nous direz ça à la fin de la soirée. J'espère que nous pourrons développer de nouveaux partenariats. Tous les adjoints à la culture des villes de l'Ouest sont là. Véronique Deschamps nous dira un petit mot tout à l'heure. Je peux vous assurer que c'est riche d'expérience de pouvoir partager et de pouvoir à un moment donné se dire nous avons des choses à faire ensemble. Bon, Paola ne révélera pas tous ses secrets sûrement, mais vous non plus. Mais en tout cas, nous avons des choses à faire ensemble et j'espère que nous pourrons faire de beaux projets et qu'ils se concrétiseront très vite. Alors, tout ce que je vous dis, c'est impossible sans l'engagement d'une ville et d'une équipe. C'est impossible. Je veux dire, la culture aujourd'hui, si on veut vraiment qu'elle soit au centre d'un projet, elle ne doit plus être la variable d'ajustement. Pendant très longtemps, la culture a été la variable d'ajustement de toutes les politiques locales. Alors moi, je pense qu'il faut faire un choix de politique culturelle audacieuse et ambitieuse. Il faut le faire. Il faut le faire et il faut l'assumer en tant que tel. Je vous dis ça parce que quand on décide une politique culturelle, on n'est pas là pour se faire plaisir à nous-mêmes. Loin de là. Il ne faut pas du tout croire ça. Et je pense que les adjoints à la culture qui sont là avec nous, ça doit faire écho dans ce que je vous dis. On ne fait pas les choses pour se faire plaisir à soi-même. On ne fait pas les choses pour faire plaisir à une élite. Absolument pas. Et puis surtout, et je l'avais dit l'an dernier, mais je le répéterai chaque année, on ne fait pas de la culture parce qu'il reste des queues de budget à dépenser. Loin de là. Trop longtemps, la culture a été la variable d'ajustement de toutes les politiques locales. Eh bien, à Sainte-Foy, on espère qu'on arrive à dépasser ça et qu'on a une vraie politique culturelle, évidemment basée sur la ville et basée sur les associations de notre territoire. Il ne faut absolument pas oublier ça. Alors, on vit cette crise, vous savez, sanitaire. Je ne sais pas vous, mais on a l'impression qu'on vit un petit peu de façon parallèle par rapport à notre vie d'avant, qu'on le veuille ou non. Et pourtant, on est là. On a envie de continuer. On a envie de se dire, il faut dépasser ça. Il faut qu'on continue tous à se battre. Hein, ce fameux mot de résilience, allons-y, allons-y. Parce que je crois que la création artistique est quelque chose d'essentiel. Essentiel. Et encore plus aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire. Vous savez, la France a bâti son identité. Elle a bâti son identité sur sa capacité à penser la culture. La France a bâti son identité sur sa capacité à penser à faire une place à des artistes. La France a bâti son identité dans son projet français, dans son projet de France. La culture a toujours été là, dans l'histoire. Lisez tout ce que vous voulez. On retrouve la culture à travers les époques, évidemment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous cessons d'entretenir notre patrimoine, tous nos monuments, ça veut dire que si nous arrêtons de représenter Molière, de représenter Racine et tous les autres auteurs, si nous renonçons à soutenir la création artistique et les nouveautés aujourd'hui et les nouveaux artistes, si nous renonçons à diffuser les œuvres,
alors je crois que ce serait du gaspillage. Nous serions en train de gaspiller une richesse inestimable qu'a la France. Sinon, comment on s'enrichit? Si ce n'est pas par la culture, comment on s'enrichit? Donc cette crise sanitaire, elle nous amène à réfléchir, mais elle nous amène aussi à nous dire, finalement, il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose qui nous dépasse. Vous savez, avant la pandémie, je vous donne quelques chiffres, hein, parce que c'est important, il y a des gens qui vivent de ça et qui vont crever de ça. Parce que tout s'arrête au niveau culturel depuis des mois. Il y a des gens qui font leur emploi dans le secteur culturel et qui vont perdre leur emploi ou qui l'ont déjà perdu. Avant la pandémie, la culture, c'est 2,3% de l'économie française. 2,3% de l'économie française. L'impact de la crise, sur un rapport de juillet, qui a été publié en juillet, vous voyez, on est déjà en septembre, je vous donne des chiffres de juillet parce que je n'ai pas trouvé plus récent pour l'instant, c'est 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires en moins. Derrière, c'est des emplois. Derrière, c'est tout un secteur. C'est le deuxième domaine le plus frappé par la crise sanitaire, après la construction. Et ça se concrétise comment? Ça se concrétise que la moitié des Français estiment qu'ils vont diviser par 2 leur sortie culturelle, par peur du virus. Alors là, je vous parle d'économie, et vous allez me dire, mais Madame le maire, il y a d'autres secteurs économiques qui sont touchés. Vous avez parfaitement raison, c'est vrai. D'autres secteurs seront aussi touchés, et on en aura certainement les conséquences, peut-être de façon plus tardive. Seulement, il y a des enjeux dans la culture qui dépassent l'économie de marché. Il y a des enjeux qui dépassent tout ça dans la culture. Parce que la culture, c'est tout d'abord un enjeu de civilisation. On est bien au-delà de l'économie de marché. Alors évidemment, il faut que l'économie fonctionne, on est tous d'accord, et on se bat tous pour ça. Mais derrière la culture, il y a aussi un enjeu de civilisation. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les techniques modernes, qui aujourd'hui se concrétisent par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les techniques modernes ont évidemment permis des arts nouveaux, ont permis une culture nouvelle. Au premier rang, le cinéma. Le cinéma découle d'une technique tout à fait nouvelle qu'on découvre. Et ça devient aujourd'hui, on le sait, l'art le plus populaire de tous les Français. C'est vrai. Donc la technologie, c'est très bien. Et depuis le début de la crise sanitaire, grâce à la technologie, à Sainte-Foy, les acteurs culturels de la ville, associatifs notamment, eh bien, se sont mobilisés pour que le public, pour que les Fidésiens puissent continuer à avoir une offre culturelle. Alors ils ont inventé des nouvelles choses. Évidemment, bravo à eux. Je suis admirative. La technologie a permis d'accéder à la culture pendant une période qui était si compliquée, de confinement et de déconfinement, et encore aujourd'hui. Ils ont proposé d'autres façons de partager, de s'exprimer. Ils ont proposé d'autres façons de découvrir et de redécouvrir des œuvres. Voilà ce qui s'est passé pendant ce temps-là. C'est magnifique. La technologie peut être au service de l'art et doit être au service de la culture, pour moi. Mais cette crise sanitaire, elle a et elle aura aussi des conséquences qui vont nuire à la diversité culturelle. Forcément. Et c'est là où nous avons tous un rôle à jouer. Nous, individus qui aimons le cinéma, qui aimons nous retrouver un film pour discuter, qui aimons entrer dans une bibliothèque pour lire un livre, qui aimons après nous retrouver sur une place pour entendre des jeunes nous faire une lecture d'une œuvre magnifique. Eh bien ça, la technologie ne nous le donnera pas. Donc oui, merci à vous tous. Je parle du cinéma, je parle des acteurs associatifs qui l'ont fait aussi, qui ont diffusé pendant la période de confinement et de déconfinement pour qu'on ne perde pas pied, pour que ces enjeux de civilisation se poursuivent. Merci, merci à eux. Mais aujourd'hui, notre rôle, c'est d'éviter aussi que cette technologie, elle prenne toute la place. Aujourd'hui, les plateformes de streaming numérique font un tabac. Et pourtant, quelle joie de sortir, de voir un spectacle d'art vivant dans la rue. Donc il faut y arriver, il faut tenir bon, il faut être... À Sainte-Foy, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif innovant, dynamique. Nous avons la chance d'avoir des équipes dans nos services, des équipes d'élus qui eux aussi se battent. On y croit fort et on propose ça chaque année. Alors on va continuer. Je ne peux pas citer toutes les associations ce soir, vous le savez. Et c'est vrai qu'on se rencontre souvent. Et c'est vrai que la tribune qui m'est donnée ce soir, parce que pendant très longtemps je n'ai pas pu le dire, je vous dis merci. Je vous dis merci de la confiance que vous accordez à la ville, parce que c'est une confiance réciproque. Et je peux vous assurer que vous avez la mienne. Vous avez la mienne totale.
Et nous continuerons sur ce mandat et nous verrons comment nous pouvons justement aller plus loin ensemble. Nous devons aussi beaucoup à nos mécènes. Tout ça, ce n'est pas possible sans nos mécènes. Et vous, les mécènes, en fait, vous faites rêver les Philésiens. Et je vous remercie doublement. Doublement parce que vous nous permettez bien sûr d'accéder à des moments de partage et de culture que peut-être la ville n'aurait pas pu proposer. Mais surtout, merci pour les Philésiens qui accèdent à ça. Et ça, c'est fabuleux. Donc, tous nos mécènes, nous avons des partenaires depuis le début qui sont les mêmes, mais on en a des nouveaux chaque année. Et vous savez, le fait d'avoir de nouvelles entreprises qui nous disent, nous, on a envie de financer ce projet parce que ce projet-là, il correspond aussi à notre éthique. Il y a une question d'éthique aussi en entreprise. Eh bien ça, je peux vous assurer que pour nous, c'est la meilleure preuve de confiance que l'on puisse avoir. Donc merci à tous nos mécènes. Angie, bien sûr, qui est là ce soir, la boulangerie Fèbre, je l'ai redit, le domaine Saint-Joseph, le Crédit Agricole Centre-Est, la région, un nouveau partenaire institutionnel qui est la région, qui nous suit sur un bel événement, bien sûr. Paola, tu nous en parleras tout à l'heure. Le Centre culturel italien aussi qui nous suit. Et Paola, je te laisserai remercier tout le monde comme ça. Donc, ma Paola, je vais te laisser, évidemment, dans quelques minutes, présenter cette nouvelle saison. Je demanderai à Véronique Deschamps de nous dire un petit mot aussi. Moi, cette saison culturelle, qu'est-ce que je voulais? J'y adhère. De toute façon, tout ce que m'amène Paola, je trouve ça exceptionnel. Donc, à partir du moment où il y a ça, c'est les yeux fermés. Mais encore une fois, cette année, eh bien, quand elle m'a présenté ça, il y a peu de temps, je lui ai dit, les Philésiens seront ravis et nous tous aussi. Vous y trouvez chacun y trouvera un moment de bonheur, j'en suis certaine. Chacun va avoir des émotions, et ça, c'est le bonheur. Vous savez, de ressentir une émotion quand on voit quelque chose, un spectacle, quand on entend une musique. Moi, c'est quelque chose d'unique, de magique. C'est ça l'enjeu de la civilisation, c'est de partager. Alors, je vous laisse entre les mains d'abord de Véronique Deschamps, ensuite de Paola Boiron pour la présentation. Un dernier petit mot, quand même. Un grand merci à tous les services de la ville qui ont préparé cette soirée. J'ai déjà remercié, bien évidemment, les services, mais je remercie le service culturel, le service de gestion des salles avec Anne, je remercie le cabinet, ma chère Gabriela et mon cher Bastien qui ont beaucoup travaillé. Je remercie Guy Vassal qui est là aussi et qui fait la retransmission. Merci aux bénévoles, notamment Robert, qui sont derrière et qui nous aident à ce que dans ce cinéma, tout se passe bien. Merci au CIRF, donc à l'Association du cinéma Mourguet, de nous accueillir, bien évidemment, ici. Eh bien, je vous laisse la parole, Véronique, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Donc, moi, je ne vais pas vous faire un discours aussi beau que celui de Véronique, mais je suis venue surtout pour vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici. Je suis heureuse d'être ici parce que Véronique Sarcelli est ici, parce que Paola Boiron est ici. C'est un peu des la palissade, je vous dis. Et aussi parce que je suis venue ici ce soir en tant que maire, accompagnée de mon adjointe à la culture, et que si je suis ici en tant que maire, c'est un petit peu grâce au partenariat qu'on a eu avec la ville de Sainte-Foy pendant 6 ans. Alors nous, on est passé au 2e tour et du coup, on a eu beaucoup plus de temps pour parler avec nos habitants. Et je peux vous dire que je suis maintenant convaincue que c'est un petit peu grâce à ce partenariat qui a été très bien ressenti par les habitants de la Mulatière que nous sommes ici ce soir avec vous. Voilà, donc je ne vais pas redire des choses qui ont été dites et redites. Paola Boiron fait un programme culturel de première qualité qui est très équilibré entre la détente, la réflexion, les grandes causes. Voilà, il y a de tout. Et on va donc... je souhaite qu'on renforce ce partenariat entre nos deux villes. Voilà, moi personnellement, je serais toujours heureuse de venir. Je trouve que les soirées du dimanche soir sont délicieuses. C'est vraiment un moment magique où voilà, on oublie tout et on en sort un peu transformé. Et toutes les dates seront prioritaires dans mon agenda. Donc merci Paola. Merci Christine,
Merci pour tout ce que vous faites pour la culture et merci pour nous ouvrir toutes ces possibilités de partenariat. Voilà, merci. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. Ah, voilà, je peux m'enlever le masque. Je suis émue. Merci Véronique Sarcelli et merci Véronique Deschamps pour tout ce que vous avez dit. Je suis vraiment très touchée pour tout ça. Dans tous les cas, ça a toujours été aussi un travail d'équipe pour ce qui me concerne. Donc on est une belle équipe et ce travail de proposition est fait après d'une façon un peu collective et je suis très très contente de pouvoir être ici ce soir après autant de moments un peu chacun dans son coin pour vous présenter cette nouvelle saison culturelle qui j'espère fera l'unanimité parce que la barre avec les discours des deux maires a été assez haute, donc j'ai un peu de pression, mais j'espère qu'effectivement les Fidésiens pourront trouver chacun dans cette diversité qu'on va proposer quelque chose qui peut les intéresser ou de découvrir une curiosité qui est amenée pour les projets qu'on va vous proposer et donc imaginer dans tous les cas des choses pour cette année culturelle, espérons que tout ça se passe bien. Avant de commencer, j'y tenais et on est là, vous savez, un peu tradition fidésienne. On a toujours, on peut dire, un parrain de notre saison culturelle. Et ce soir, je suis très contente de de présenter Franck Adrien, qui est un comédien, metteur en scène lyonnais, formé à l'école de théâtre de Paris, artiste complet, qui partage sa carrière professionnelle entre le théâtre, la télévision, le cinéma, le doublage et plein d'autres projets. En 2013, avec une comédienne, Nadia Larbuyenne, si je l'ai mal prononcé, je m'excuse, il a créé la compagnie Novecento, qui est domiciliée à Lyon 5e, dans le Vieux-Lyon, et je vous conseille d'aller donner un coup d'œil. Je suis allée et ça mérite vraiment le détour, et qui porte des projets artistiques en lien avec le handicap d'un côté ou les grands thèmes des sociétés. Sur ce côté-là, on a un feeling, un fil rouge qui nous fait référence. Et on les voit souvent... Plus de micro. Allô? Oui. On les voit souvent engagés dans les journées de la mémoire. Dans tous les cas, on dira sûrement un petit mot tout à l'heure dans le musée de la Résistance sur ce tour spectacle. Donc, on est très content d'accueillir Franck Adrien ici avec nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, bien entendu, on se déplace un peu. Moi, on est un peu tout, on essaye de tout bien faire, de tout se rappeler de ne pas faire d'impair, donc ce n'est pas évident. Donc, en tous les cas, vous pouvez enlever votre masque parce que vous avez un micro qui restera avec vous tout le temps. Nous deux, on ne va pas partager notre micro. Voilà. C'est Christine qui s'occupe d'échanger les différentes Charlotte. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous voulez déjà dire quelque chose tout de suite. Non, autrement, on va laisser. Attention, Je pense que les gens soient. Alors, je suis très honoré que vous m'appeliez parrain de cette soirée et que vous ayez eu la gentillesse de présenter ma compagnie et un petit peu mon cheminement professionnel. Mais on en reparlera peut-être après. Je pense que les gens doivent être assez... impatient de savoir qu'est-ce que vous avez préparé pour les Fidésiens. On commence tout de suite et donc on laissera la parole à Sylvie Chabert, qui est la directrice. C'est l'occasion de présenter, comme ça tout le monde peut la voir, la directrice du Conservatoire de musique et danse de Saint-Foy, qui vient d'arriver depuis janvier, mais qui effectivement la période de confinement a fait qu'on ne s'est pas encore trop vu. Voilà. Donc, on peut dire moment de musique, on laisse Sylvie présenter ce concert. Bonsoir à tous. Premier concert avec Jean-François Zigel. Jean-François Gisel, qui est un artiste aux multiples prix. Il a eu 10 premiers prix au Conservatoire national supérieur et il a été aussi primé au concours international d'improvisation, qui est sa spécialité, donc au piano à la ville de Lyon. Mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Jean-François Gisel à travers ses émissions et ses spectacles. La leçon de musique qu'il donne en public à la mairie de Paris, dans le 20e arrondissement. Les clés de l'orchestre avec la complicité de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. La boîte à musique sur France 2. Les leçons d'opéra et les nuits de l'improvisation au Théâtre du Châtelet. Jean-François Gisel est un compositeur et pianiste improvisateur qui sait renouveler le classique en l'ouvrant à l'improvisation,
au jazz, aux musiques du monde, au théâtre et à la danse. Il est également passionné par la musique de film et il compose une musique originale pour La Nana de Jean Renoir. Ce passionné reste ouvert à tous les grands compositeurs, mais confesse un goût prononcé pour Beethoven, Mozart et Schubert. Tout comme Beethoven, Jean-François Gisèle est un pianiste virtuose que les villes s'arrachent. Nous sommes de fait très honorés de sa venue pour nous présenter Beethoven à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance. Merci Sylvie. Comme elle disait justement tout à l'heure, Véronique Sarcelli, notre mère, donc on a une attention particulière aussi à tout ce qui concerne notre patrimoine. Et donc les souterrains, ce qu'on appelle les souterrains, ces galeries dites en arrêt des poissons, ils font partie aussi du patrimoine lyonnais, mais aussi fidésien. Donc on est très contente d'accueillir ici messieurs Bruno Pérez de la métropole de Lyon et Emmanuel Bernot du service archéologique de la ville pour une conférence qui aura lieu le 15 octobre sur tous les questionnements et les découvertes autour de cette galerie. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés au patrimoine, n'hésitez pas, c'est un moment très intéressant à découvrir. Après, on passe aussi, début novembre, avec une autre conférence en partenariat avec l'Institut culturel italien. Et donc, Raphaël, la synthèse parfaite. Je rappelle qu'on est dans le 5... Attendez, je l'aurais dit, mais chaque fois je me trompe, je m'excuse. Dans le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Et donc, on portera cette conférence sur ce génie de la Renaissance, animée par Suzanne Lombard-Platé. Et donc, pour redécouvrir cette peinture et cet artiste contemporain de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. Donc, une très belle conférence avec Suzanne Lombard-Platé que peut-être certains parmi vous connaissent déjà. Et là, on va commencer, et je dis à Christine, voilà, de nous rejoindre pour le premier spectacle de théâtre. Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison culturelle. Alors, le Fabrice Lucchini et moi, un spectacle d'humour, un rendez-vous d'humour après ces conférences du patrimoine, un spectacle qui a été écrit, mis en scène et interprété par Olivier Sauton. Il faut noter que c'est le premier spectacle de l'intercommunalité avec la Mulatière pour cette saison. Alors on va dire que pour Olivier Sauton, il lui a fallu quand même pas mal d'audace pour écrire ce spectacle, parce qu'il démontre ici son grand talent d'artiste, de comédien, car tout au long du spectacle, on a affaire vraiment à un Lucchini plus vrai que nature. Vous allez voir quelques extraits dans un petit moment. Ce spectacle en fait est inspiré par une réelle admiration de Fabrice Lucchini, une connaissance approfondie du personnage et surtout de sa réelle rencontre avec Fabrice Lucchini. Alors c'est bien plus qu'un seul en scène, ce spectacle est une pièce de théâtre à deux personnages interprétés par un seul comédien, Olivier Sauton. Alors vous allez voir, Olivier Sauton, il se mue en Fabrice Lucchini et parfois d'un seul coup, il se transforme en personnage d'Olivier Sauton. Et le résultat, il est tout simplement savoureux, comique et émouvant. Je ne vous en dis pas plus, place à quelques extraits. Chez Olivier Sauton, Fabrice Lucchini est presque devenu une deuxième personnalité. Sur scène, il incarne donc son propre rôle 18 ans plus tôt et celui du comédien à la suite d'une réelle rencontre au beau milieu de la nuit. Je sais pas ce qui m'a pris, inconscience folle. Je lui demande, oh s'il vous plaît monsieur Lucchini, dites-moi une fable de La Fontaine. Tu veux que je te dise une fable ? Le reste de l'histoire est fictif. Olivier Sauton, alors jeune, inculte et naïf, demande à Lucchini de lui donner des cours, ce qui ne va pas être une mince affaire. Sérieux, ça me parle pas, moi. Moi, je serais plutôt branché sport gonzesse. Sport gonzesse. Le pack blaireau de base. Fabrice Lucchini est un alibi, c'est un prétexte. Le vrai sujet du spectacle, c'est comment transmettre la culture à quelqu'un qui, à la base, est retors à cette culture. Céline, Baudelaire, Molière, tout y passe, un seul en scène qui rend hommage au grand classique que Lucchini en personne est venu voir un jour. On continue aussi avec un autre centenaire, un autre événement en partenariat toujours avec l'Institut culturel italien, et c'est une conférence sur Federico Fellini, l'imagination au pouvoir.
un hommage aussi à la musique di Dino Rota sera fait pour les élèves par les élèves du conservatoire et de musique et de danse de la ville. Et je vous laisse juste un petit extrait de présentation de l'univers de Fellini. Il était l'un des plus grands réalisateurs italiens du XXe siècle et l'un des plus illustres cinéastes de l'histoire du cinéma. Federico Fellini aurait eu 100 ans ce 20 janvier. Né à Rimini en Italie, il y vécut jusqu'à ses 18 ans, mais c'est à Rome qu'il a pris son métier de réalisateur. Fellini, 5 fois oscarisé, devient célèbre en 1954 avec La Strada, mais c'est la Dolce Vita, Palme d'Or au Festival de Cannes, qui 6 ans plus tard marquera un tournant dans sa carrière. Si 30 ans ont passé depuis la mort du cinéaste en 1993, son génie artistique lui a survécu et influence encore le cinéma italien, le cinéma tout court. Nombre d'événements sont programmés cette année pour célébrer le réalisateur avec un point d'orgue en décembre 2020 et l'ouverture à Rimini du musée international Federico Fellini. Allez-y. Oui, pardon, Paola. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur le spectacle Fabrice Lucchini et moi, parce que quand on parle de seul en scène, souvent on se dit « Oh là là, c'est du one-man show », et les gens vont se dire « Bon, il n'y a pas de décor, il y a un comédien seul en scène ». C'est un des exercices les plus difficiles, le seul en scène, et c'était juste pour vous rassurer sur le fait que vous pouvez choisir ce spectacle et venir voir ce collègue, parce que c'est un travail énorme, et vous n'avez absolument pas du tout le sentiment qu'il est seul en scène, mais vous avez vraiment le sentiment d'avoir des quantités de personnages. Et puis n'oublions pas que ce n'est pas vraiment une imitation qu'il fait, il le dit lui-même. La richesse du spectacle, c'est de savoir comment on peut transmettre la culture à quelqu'un qui est assez fermé à ça. Donc ça, c'est très intéressant. C'était juste une petite parenthèse pour vous encourager quand même à venir voir aussi du seul en scène, qui est un exercice, mon camarade comédien aussi vous le confirmera. C'est un énorme travail d'être seul en scène. Voilà. Et sur Fellini, c'est un monstre. Hein, voilà, faut absolument, je sais que vous intervenez quand vous voulez, oui, pas de parce souci. Que je sais que vous connaissez tout dans non, cette côté-là. Non. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous écoute avec un regard Alors, sûrement différent j'oserais vous du mien. raconter une anecdote, mais pardon, parce que ça fait complètement le comédien qui a fait des trucs, et puis qui est très nombriliste, donc qui raconte les anecdotes. Je déteste ça, mais juste vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Moi, je n'ai pas tourné avec Fellini. J'ai pas eu cette chance, mais on était en Corse, je tournais, j'avais un petit rôle, que j'ai fait des quantités de petits rôles, je tournais un rôle cinéma avec Gérard Lanvin. Et on était en Corse, et on tourne à Ajaccio, c'était un tournage de nuit, moi c'était mon premier jour de tournage, j'avais déjà tourné avec Gérard Lanvin une fois, donc il était très camarade avec moi, c'était très bien. On arrive sur le plateau, plus exactement, il arrive sur le plateau, parce qu'on nous appelle ensemble, et quand vous arrivez avec Gérard Lanvin sur le plateau, vous vous doutez bien que tous les regards sont sur Gérard Lanvin et pas sur moi, d'accord ? C'est là que vous vous rendez compte que la vedette qu'il est, ce monsieur. C'est un super bonhomme. Et on s'assied, tout ça, on commence, et je me dis, pourtant je suis un peu habitué, je dis, Gérard, il y a une super... C'est beau, hein, il y a une lumière, il y a une très belle lumière. Eh ben oui. Bon. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle le directeur photo. C'est celui qui règle cette lumière. Et il y a un monsieur, et je dis ça avec un immense respect, un vieux monsieur, qui vient, et puis il devait y avoir la caméra vraiment cadrée sur Gérard Lanvin et moi à côté, tout ça. Il vient, alors moi je suis habitué, en principe les gars arrivent comme ça, puis ils vous regardent, puis ils regardent leur appareil pour régler leur lumière, etc. Et ce vieux monsieur vient, me regarde comme ça, je vous jure, j'avais l'impression d'être dévisagé, d'avoir un regard très particulier. Bon, il a un regard vraiment qui vous transperce. L'impression qu'il vous photographie justement, mais sous le moindre détail. Et je dis à Gérard Lanvin, il y a vraiment une belle lumière, et c'est ce monsieur qui fait la lumière. Il me dit, bah oui, un peu normal qu'il y ait une belle lumière. Tu sais qui est ce type ? Je dis, non, le directeur photo. Alors pardon, j'ai pas le nom exact. C'est Gian-Maria Machin. Moi, je lui dis, bah, excuse-moi, je n'ai pas une culture cinématographique si importante que ça. Il me dit, il était le directeur photo de Federico Fellini. Je vous jure que j'ai eu les poils sur le bras qui m'en sont montés. Et il a dit, ce type-là a commencé à 16 ans, il était pointeur. Le pointeur, c'était à l'époque, vous avez des caméras, puis il fallait mesurer pour être sûr
net. C'est le système photo. Aujourd'hui, ça se fait en numérique, c'est pas pareil. Et il a commencé sur les plateaux de cinéma avec Federico Fellini. Il avait 16 ans et il a fait toute sa carrière avec Fellini. J'espère qu'il est encore en vie, ce monsieur, et il se retrouve donc à faire des films de temps en temps. Et effectivement, c'est la magie, vous savez, c'est comme en peinture parfois, c'est la magie que ce monsieur a mis 2-3 projecteurs. Très sincèrement, c'était assez simple. Il y avait une lumière absolument magnifique. Ensuite, j'ai été très triste parce que ce film était produit par TF1 et ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont étalonné, et le résultat n'était pas celui qui avait créé ce grand directeur photo. Voilà, c'était pour l'anecdote, pardon, ça fait très... J'ai tourné avec Gérard Lanvin, mais c'est vrai. C'est vrai, super. Merci beaucoup. Vous savez, moi je suis un élève de Michel Galabru, et quand on dit à Michel Galabru, qui était mon professeur pendant 2 ans, on lui dit, Monsieur Galabru, vous avez tourné 200 films, 250 films. Il disait, oui, c'est vrai que j'ai tourné 2 jours, 250 fois. J'essaye de suivre mon maître. Là, on passe un moment à lequel on y tient beaucoup, un peu particulier. C'est un moment important qu'on fait en partenariat avec la ville de la Mulatière, avec l'association Libere Synergie, une exposition qui présentera l'histoire d'une vingtaine de femmes violées et qu'on continuera aussi avec, je me permets, le témoignage de Morgane Seliman, Il m'a volé ma vie, autrice de ce livre, et qu'aujourd'hui, pas seulement est arrivée à s'en sortir, mais aujourd'hui essaye de partager son expérience à travers son témoignage dans l'espoir d'aider les femmes qui subissent les mêmes violences. C'est un moment important, c'est un moment où nous on le fait par rapport à la journée de la violence faite aux femmes. C'est un projet qui est porté aussi par la ville et par beaucoup d'associations. Donc, il y aura, au-delà après du partenariat avec la ville de la Mulatière, mais aussi un programme qui vous sera transmis avec toutes les actions qui sont menées sur le territoire par les différents acteurs du territoire autour de cette thématique. C'est un moment sûrement difficile, mais important. Je rappelle tout simplement que dans ce moment de confinement, on sait très bien tous que les statistiques nous ont quand même montré que les violences faites aux femmes ont augmenté d'une façon presque exponentielle. Donc je pense que c'est un moment important. Et j'ai quelque chose que je tiens aussi à vous dire, que toutes les disciplines artistiques aujourd'hui, que ce soit la peinture, que ce soit souvent bien entendu le cinéma, les auteurs, la BD, la danse, on a tout à leur façon, ces disciplines essayent de sensibiliser sur la violence faite aux femmes. Et c'est par rapport à ça, je ne sais pas, je sais que vous aussi, vous travaillez beaucoup sur des textes italiens avec des spectacles par rapport à la violence faite aux femmes. Et donc, avant de mettre un petit, on peut dire, clip musical pour aussi montrer que la musique aussi, comme la danse et comme tout, essaye d'œuvrer sur cette problématique, c'est... Oui, nous, à la compagnie Novecento, on a un spectacle que vous pourrez voir à la Maison des Passages, un spectacle au mois d'octobre, un spectacle au mois de décembre, qui fait écho à cette thématique. C'est Nadia Larbiwen qui travaille sur cette thématique, et parce que je ne sais plus combien on en est aujourd'hui, mais n'oublions pas de rappeler que en France, une femme est assassinée tous les 3 jours, sous les coups de son mari ou de son ex-conjoint. C'est juste un chiffre totalement hallucinant, quoi. Donc, si vous voulez, je pense que c'est très important de reprendre conscience de tout ça. Et je ne peux que vous en féliciter. Et bon, on vous laisse quelques notes de musique et après on continuera sur la programmation. Quel bel hommage aux dames. Grand corps malade. Alors, avant d'inviter Julien à nous rejoindre, je voulais juste remercier Caroline et Richard pour cette belle idée et ces suggestions par rapport à ce clip. Donc, je ne sais pas où ils sont, je sais qu'ils sont là, mais voilà, un grand merci. Voilà, merci. Et donc, on passe justement, comme on disait, que les acteurs du territoire participent, donc les actions aussi à ces programmations culturelles. Donc, on invite Julien du collectif BIS, que sûrement beaucoup parmi vous connaissent déjà, à présenter
ceux qui vont nous porter sur le territoire dans cette nouvelle édition de votre festival. Julien, ton micro, ça se voit, hein? Voilà, c'est vrai. Bonsoir tout le monde. La technique, des fois, c'est un peu compliqué. Dans le spectacle vivant, on est toujours amené à s'adapter, à réagir. Malheureusement, comme on est connecté avec la salle d'à côté et avec Internet, on ne peut pas faire sans. Donc, bonsoir à tous. Donc, le collectif BIS, qu'est-ce que c'est? Moi, je m'appelle Julien Michel. Le collectif BIS est une plateforme de création artistique, de théâtre et de cinéma, créée il y a 8 ans à Sainte-Foy-les-Lyons. Sainte-Foy a été pour nous le lieu de naissance de beaucoup de nos projets, qui ont pu ensuite partir en tournée et qui, pour certains, sont encore sur les routes. L'année dernière, avec l'aide de la ville, l'aide précieuse de la ville, de Paola, nous avons créé un festival pluridisciplinaire avec plus d'une vingtaine d'artistes, des spectacles, des courts-métrages, des lectures participatives. Cette année, 2e édition du festival, on vous propose 2 soirées de théâtre, les 4 et 5 décembre, à l'Ellipse. Donc, le programme de ces 2 soirées, on va ouvrir le 4 décembre à 19h avec Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute, mis en scène par Maxime Roger, qui m'a demandé de vous lire un petit texte. Parole, parole, parole. Parole insouciante, rigolote, blague. Parole de consolation, parole rassurante. Parole encourageante. Parole futile, en l'air, sans gravité, sans conséquence. Parole sérieuse, engageante, passionnelle, sans limite. Voilà 2 amis liés pour toujours. Puis quoi? Un reproche. Puis 2, puis 3. Valdingage, descente au sous-sol de l'estime. Nouvelle péripétie, le théâtre se forme. Ça va secouer, ça va se jouer maintenant. Tension ultra dramatique, sans décor ou très peu. Des paroles, des paroles, des paroles. Avec 4 acteurs pour 4 personnages. Ça vit, ça boxe, ça parle à tout va et ça joue gros. C'est un peu tragique et un peu comique et c'est surtout beaucoup du théâtre. Le 2e spectacle, à 20h30, Le Tour du Monde, donc un spectacle fou basé sur l'expédition Latitude Zéro que Mike Horn a entreprise il y a 20 ans. Le but de son expédition, en 99, faire le tour du monde sur la ligne de l'équateur sans véhicule motorisé. En partant de Libreville au Gabon, ensemble, on va traverser l'océan Atlantique, la forêt amazonienne, le Pacifique avec ses îles, ses jungles, son océan, l'océan Indien, un typhon, l'Afrique, des pays en guerre, 17 mois, 40 000 kilomètres, en voilier, en pirogue, en vélo, en deltaplane, à pied. Une aventure hors norme et impossible. Puis à 22h, dernier spectacle de la soirée, Une sale histoire, qui est une adaptation d'un moyen-métrage de Jean Eustache, mis en scène par Michael Comte. Un spectacle pour adultes qui met à nu les voyeurs et leurs vices. Y a-t-il une réciprocité entre les sexes? Qu'est-ce qui est arrivé en premier, le trou ou la vie? Un duo de comédiennes qui s'amusent avec ce texte provocateur et sans merci. Le samedi, 2e jour de festival, toujours du théâtre. On commence à 17h avec L'histoire du tigre de Dario Fo. Un spectacle pour toute la famille cette fois, seul en scène, sans artifice, et dans un rapport direct avec le public. Le comédien Michael Comte incarne tous les personnages de cette fable burlesque où se succèdent scènes de ménage, de bataille, recettes de cuisine pour préparer un gnou à la broche, crise d'adolescence de félins survoltés et feulements de tigresses. Un spectacle mêlant humour et réflexion qui questionne notre rapport au pouvoir et explore le lien extraordinaire et mystérieux qui unit l'être humain à la nature. Ensuite, nous rejouerons à 19h Le Tour du Monde de Mike Horn. À 20h30, nous rejouerons Pour un oui et pour un non. Et enfin, à 22h, nous clorons le festival avec Une sale histoire, une nouvelle fois. Nous, on vous attend nombreux. On sera plus d'une dizaine d'artistes et 3 des 4 créations qui seront présentées les 4 et 5 décembre sont des créations fidésiennes, c'est-à-dire que nous les créons en octobre et en novembre ici même.
Donc on vous attend nombreux à la salle de l'Ellipse. Et puis avec plaisir, tout à l'heure au pot, d'en discuter, vous, de nous questionner. Non, il n'y a pas de pot. Ouais. Donc voilà, bon, je serai dans la rue si jamais, par hasard. Excusez-moi, c'est les vieilles habitudes, hein. On s'adapte, mais... Voilà. En tout cas, une bonne soirée. Et puis encore, merci à la ville de Sainte-Foy. Julien, si je puis me permettre, tu parles d'une pièce qui est absolument un chef-d'œuvre, là, Pour un oui, pour un non, Nathalie Sarraute. Si les gens ne connaissent pas, ça parle de quoi, Nathalie Sarraute? Pour un oui, pour un non, parce que cette pièce est absolument un chef-d'œuvre absolu. Tu racontes un peu? Alors, donc c'est Maxime Roger qui met en scène. Je ne suis pas dans ce projet, donc là, je suis un peu coincé. Ce que je peux dire parce que ça fait partie, en effet, des lectures. Pardon. On est un impro. Hein. C'est comme on ça. On a répété depuis avant-hier. Hein, voilà, encore une fois, un spectacle vivant. Donc, pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, c'est un texte qui est une sorte de logorée verbale entre deux personnes qui sont des amis proches. On ne sait pas au départ du texte si ce sont des hommes, des femmes. 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme, mais au fur et à mesure de la discussion, chaque détail compte, chaque mot compte, chaque point d'exclamation compte. C'est vraiment un texte, on va dire, ciselé, et on va ensemble plonger dans cette amitié, plonger dans ces problèmes, et aller vraiment très loin dans le mystère qui lie 2 personnes. Voilà. C'est une pièce géniale, si tu peux me permettre, je corrobore ce que tu dis, cette histoire d'amitié qui s'étiole petit à petit parce qu'à un moment dans la pièce, le personnage, ils sont 2 amis très très proches, et il y en a un qui lui dit « Ah oui, ben, c'est bien ça. » Vous savez, on dit « C'est bien ça. » Et là, ça déclenche. L'autre, il dit « Comment ça, tu me dis c'est bien ça ?»« Ah oui, je t'ai dit c'est bien ça. »« Oui, mais comme tu me l'as dit d'une certaine façon, je pense que tu n'en as rien à foutre en fait de ce que je... » « Mais j'ai jamais dit ça. » Et vous savez, c'est les quiproquos qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais tu sais bien que je t'aime. On peut en douter, vous voyez. Et c'est absolument génial. Et moi, j'ai eu le privilège de voir des interprètes exceptionnels quand je travaillais au Théâtre des Célestins. Toi, tu n'étais pas né, et nous, on était dans les années 90, messieurs, dames. Et j'ai vu 18 représentations, parce qu'à l'époque, je travaillais là-bas, donc j'avais une chaise, j'arrivais tout de suite au début de la représentation. C'était Samy Frey et Jean-Pierre Balmer. Des grands interprètes, et Jean-Pierre Balmer, qui est un comédien très joueur, si vous voulez, c'est écrit personnage 1, personnage 2, hein, je crois, ou il y a un 2, puis après des petites apparitions. 1, 2. Donc si vous voulez partir de... Par contre, comme c'est très très bien écrit, le personnage 1, il faut qu'il commence, le personnage 1. Sauf que Jean-Pierre Balmer, il connaissait tous les deux leur rôle, il connaissait toutes les répliques, et Balmer, juste avant de rentrer en scène, alors que Samy Frey, lui, était plutôt un acteur à péter trouille, Balmer lui disait... Balmer qui jouait le personnage 1, lui disait « Tu commences ce soir. Hein. » Et il rentrait en scène. Frey se disait « Il ne va pas me faire le coup. » Non. Donc Frey s'asseyait, puis il se disait chacun « Punaise, il va démarrer, bordel. Il va démarrer. Il faut qu'il démarre. » Et Balmer, 1 minute de silence en scène, 1 minute 30. À un moment, Frey n'en pouvait plus. Il commençait la première réplique, hop, il était coincé pendant 1h30. Et à l'inverse, parfois, Balmer lui disait tu commences le personnage 1. Hein, et dès que le rideau se levait, hop, c'est Balmer qui commençait, et Frey, salopard. Hein, mais c'était des interprètes qui, je me souviens à l'époque, dans un rôle ou dans l'autre, mais c'était du très très haut niveau. L'anecdote dont tu parles, cette anecdote-là, c'est ça le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on n'est pas au cinéma, on invente sur le moment, on est avec le public nous transmet des choses. Et c'est ça qui fait que cette situation particulière, nous, on espère que le public sera au rendez-vous, sera là. Et on a besoin de vous parce qu'en fait, sans le public, le théâtre n'a pas lieu. Et si on fait ce métier-là, je pense que tu es d'accord avec moi, mais c'est en fait pour vous. Et c'est avec vous. Et voilà. Sinon, on ferait autre chose. Bien sûr. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci, donc, Julien. je pense que vous avez bien compris que ça mérite d'aller voir ce festival. Ils sont toujours imprévisibles. Déjà, quand vous avez fait effectivement le premier acte de Cyrano, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était qu'on tirait au sort le rôle de chaque artiste le soir même. Donc, vous pouvez aller le voir à l'époque, ça fait quoi, 2 ans, je ne me rappelle plus. 3 ans. Et 3 ans. Et donc, chaque soir, même s'il y avait une deuxième représentation, dans la réalité, on ne voyait jamais le même spectacle. Et ça, c'était votre génialité, sympathie, etc. C'est vraiment un collectif
très intéressante et humainement très, très chargée d'empathie avec le public et avec les choses qui portent. Donc, merci beaucoup, Julien, de faire partie aussi cette année de cette belle aventure qu'on fait ensemble. Et on se donne rendez-vous donc, Voilà, 4 et 5 le mois de décembre. décembre. Okay. Voilà. Une bonne soirée à vous. Et on continue. Donc, on invite Françoise Bouffière, présidente de l'association Objectif Culture, qui présente, elle aussi, sont des vieux partenariats, je dirais, comme l'année passée, comme avant. Donc, un projet. Et je laisse à ton Françoise. Alors, attention, excusez-moi, on va changer aussi de... On va mettre la Charlotte. Voilà, c'est parfait. Bonsoir. Objectif Culture, donc, maintient bien et fidèle à sa tradition de concert de Noël. Le concert de Noël qui est toujours donné à l'église Saint-Luc. Pourquoi Saint-Luc? Parce qu'il y a eu un architecte génial qui a transformé ce bâtiment en amphithéâtre avec une très bonne visibilité, qui a mis des matériaux qui favorisent l'acoustique d'une façon remarquable, qui a en plus eu la bonne idée de faire des salles en rez-de-chaussée, ce qui donne des loges, des salles de répétition. Et dernière chose, cerise sur le gâteau, la ville nous a fait un parking pas loin. Donc ça, c'est intéressant. Alors cette année, on vous emmène à Salzbourg. Et Salzbourg, pour un moment musical, un vrai moment de bonheur, qui nous est dû à un évêque pressé. C'est curieux. Alors l'évêque de Salzbourg, où il n'était pas musicien, où il n'aimait pas les offices en grande pompe, et il commandait à Mozart des messes qui du coup devenaient des messes qu'on appelle des messes brèves. Et c'est grâce à cet évêque pressé qu'on a les chefs-d'œuvre de Mozart. Les messes brèves de Mozart, il en a écrit plusieurs, en sol, en ré, en fa, en do. Forcément, le livret est toujours la base des textes liturgiques, mais à des temps différents. On ne chante pas, on ne dit pas un texte de la même façon à Noël, à Pâques ou à la Toussaint. Donc tous ces petits bijoux musicaux sont avec des tonalités extraordinaires, des expressions, une expressivité de la part de Mozart magnifique. Mais je vais vous dire un scoop, c'est que Mozart, en fait, il n'a jamais rien composé. Il a simplement copié ce qui était écrit dans son âme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Chagall. Et c'est vrai que cette composition qui vient dans ses tripes, dans sa sensibilité, dans son émotion, dans son intuition, sont absolument extraordinaires. Donc, vous allez avoir ces moments de bonheur grâce à un ensemble, le concert spirituel, qui a été créé par Hervé Niquet en 1987. Hervé Niquet, il faut que je lise parce qu'il y en a trop, il est claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur et chef d'orchestre. Ça fait pas mal. Et ce qui lui a donné l'idée de créer son concert spirituel, c'est quand il a été chef de chant à l'Opéra de Paris. Et il s'est aperçu que la voix humaine, c'était un océan pacifique de trouvailles, de détails, d'intonations, de nuances, de surprises, de ténèbres, de joie. Et finalement, ce chef d'orchestre est un peu un chercheur des résonances, un chercheur qui va jusqu'à aller dans les archives pour trouver les écrits des compositeurs.
Il s'est spécialisé dans la musique baroque. Son ensemble, le concert spirituel, est donc l'orchestre le plus réputé comme interprète de la musique baroque. Ils sont invités chaque année au Théâtre des Champs-Élysées, au Château de Versailles, à l'Opéra de Tokyo, à l'Opéra de Londres. C'est un ensemble qui est extraordinaire. Vous les avez là tous en photo. C'est vraiment, en plus sous la direction d'Hervé Niquet, ils ont une communion entre eux. Ils jouent tous sur des instruments anciens. Le timbre, la sonorité, tout est travaillé en la minutie près. Et en plus, Hervé Niquet fait des commentaires au cours de ses concerts. Donc, il surprend. Voilà, donc le dimanche 6 décembre, vous aurez, c'est le dimanche des Fêtes des Lumières, donc un beau cadeau de Noël, avec toute cette expressivité de Mozart, qui est un véritable cadeau de Noël. Merci. Merci Françoise. Merci madame. Et merci Objectif Culture pour tous ces beaux moments de musique que chaque année nous propose effectivement et bien d'autres choses. Donc je rappelle à tout le monde aussi de regarder toujours ce qui propose l'association Objectif Culture, qui est un grand acteur culturel du territoire avec beaucoup de propositions. Après ça, on va retourner au théâtre et à l'intercommunalité. Donc Christine, voilà, parfait. Alors, comme à chaque fin d'année, la saison culturelle vous propose un spectacle, on va dire, un peu familial, un moment de détente et de convivialité et d'humour. On a tant besoin en ces moments si particuliers. Eh bien, c'est le cas ici avec ce spectacle À tes souhaits, le dimanche 13 décembre, au Tabagnon à la Mulatière. C'est une très belle comédie humoristique, très poétique, qui a été écrite par Fabio Mara et mise en scène par Gustavo Araujo. Donc ces deux artistes, eh bien, ils sont bien sûr reconnus dans le monde du théâtre. Ils se connaissent depuis longtemps et en fait, ils ont réuni leur talent, leur sensibilité d'artistes pour nous offrir ce spectacle qui nous interroge sur l'enfance et plus particulièrement sur l'écart entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Alors que veut dire grandir? Quelles images les enfants se font de la vie d'adulte? Eh bien, les deux comédiens nous emmènent dans une fabuleuse histoire, celle de Nora qui fête son anniversaire et qui, depuis de nombreuses années, en fait, elle fait le même vœu, en soufflant ses bougies, celui de retourner dans l'enfance. Alors son vœu va se réaliser et une folle aventure fantastique va commencer. Alors sur le ton de la comédie, eh bien, les trois comédiens s'en donnent vraiment à cœur joie. Retenez bien cette date du 13 décembre. Venez nombreux avec vos enfants, vos petits-enfants, car ce spectacle, en fait, il parle à tout le monde, avec plusieurs niveaux de lecture, aussi bien aux enfants qui deviendront un jour adultes, et aussi bien aux adultes qui ont été des enfants, et à tous ceux qui, au moins une fois dans leur vie, ont désiré retourner dans le monde de l'enfance. Et Madame Jaudoin, c'est à partir de quel âge? Vous dites spectacle jeune public. On amène les petits bouts à partir de quel âge? On avait dit 8 ans. Oui, à partir de 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Merci beaucoup. C'était un peu le souhait, je le répète, avec la Mulatière, d'avoir un spectacle familial. À une époque, on nous faisait pour tout, avec tout l'atout de le spectacle familial, qui est un spectacle où chacun il peut trouver son interprétation. Ça veut dire que ce n'est pas un spectacle jeune public dans le sens pour enfants, où souvent les parents ils le subissent un peu, si je peux me permettre. Mais le spectacle familial, vous pouvez trouver votre langage, votre interprétation. Donc les enfants rigolent et les adultes, ils ont un deuxième degré. Et donc ça passe un bon moment familial. Et c'est ce qu'on voulait porter avec Sandrine et dans tous les cas Madame Deschamps, et donc on était orienté de spectacle familial. Orienté sur un choix de spectacle familial. Voilà, oui, orienté merci. sur un choix de spectacle familial parce que effectivement, spectacle jeune public, la règle d'or du spectacle jeune public, c'est qu'il plaît aux parents. Aussi. Oui. Voilà. Si les parents s'ennuient, c'est pas un bon spectacle. Si vous êtes ennuyé quand vous avez emmené vos enfants ou vos petits-enfants, c'est que c'est pas un bon spectacle. Un bon spectacle jeune public, c'est un spectacle où vous vous amusez, où vous rêvez, où vous pleurez, où vous êtes ému. En tout cas, autant les adultes que les petits. C'est pour ça que c'est très difficile à faire, le spectacle jeune public aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on vous donne rendez-vous le mois de décembre à la Mulatière.
Et après, on repasse d'un côté conférence patrimoine, peut-être pas dans le sens qu'on pense au patrimoine fidésien, mais le patrimoine du cours qui appartient à nous tous. Et donc, on a cet regard sur l'œuvre de Le Corbusier. Je veux juste dire 2 mots parce que je trouve particulièrement intéressante. Donc, Le Corbusier, architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, auteur, l'un des principaux représentants du mouvement moderne. L'œuvre architecturale de Le Corbusier, qui regroupe 17 sites dont 10 en France, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016 et un itinéraire culturel européen intitulé Destination Le Corbusier, promenade architecturale a été créé en 2019. On a l'honneur, et vraiment on l'a attendu beaucoup, à peu près 1 an pour avoir la confirmation, d'avoir ici parmi nous le frère Marc Chevaux, historien d'art de formation, qui depuis le 2009, il assure le commissariat d'exposition d'art contemporain au couvent de la Tourette, en proposant à des artistes de niveau international de mettre leur œuvre en dialogue avec l'œuvre architecturale de Le Corbusier. Donc quelque chose vraiment de très très intéressant, et je vous conseille, c'est un historien hors pair d'être là pour cette conférence, pour cette œuvre de Le Corbusier qui effectivement touche vraiment notre patrimoine architectural de nous tous. Et donc, on vous donne bien rendez-vous le 17 janvier. Je sais que ça va être un mois un peu dense, mais dans tous les cas, c'est quelque chose tout à fait d'exceptionnel. Cette photo, c'est la photo du couvent de la Tourette, qui se fait. trouve pas très loin de Lyon, si vous avez Oui, encore tout à jamais fait. visité. C'est au-dessus de l'Arbrel, à Éveux, une petite commune au-dessus de l'Arbrel. Exactement. Et donc, et là, on va changer un peu de registre. Donc, Christine, je te laisse revenir. On va mettre un peu plus de légèreté. Ouais, changement de programme, complètement. Avec le spectacle de Karim Duval, Y. Un changement de style avec une nouvelle formule dans cette nouvelle saison, avec le café-théâtre, pour vous donner encore un peu plus d'humour. Pour lancer cette formule, donc, nous aurons le plaisir d'accueillir le 22 janvier, donc Karim Duval, à l'Ellipse. Alors, qui est Karim Duval? C'est un humoriste et un comédien qui, au départ, n'était pas du tout prédestiné à devenir humoriste. Il a commencé, en fait, sa carrière comme informaticien, ingénieur en informatique et en mathématiques appliquées. Donc, effectivement, il y a eu un grand fossé. Et puis, très vite, il a commencé à écrire de nombreux sketchs. Et puis, très vite, son talent a été reconnu dans le monde des spectacles d'humour. Alors, son spectacle Y, eh bien, il est consacré à la génération Y, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et les années 2000. Une génération notamment dont il se revendique. C'est un spectacle vraiment drôle, cynique et rempli d'autodérision. En fait, Karim Duval, eh bien, il dresse toute une série de portraits de ces 20 trentenaires qui sont issus de cette génération, qui en fait est marquée un petit peu par le refus de l'autorité, la prise de conscience écologique, le développement personnel, l'hyperconnexion, enfin tous ces thèmes qui sont encore bien actuels dans la génération d'aujourd'hui. Voilà, en fait, au final, moi, je vais vous dire que vous appartenez ou non à cette génération. Ce spectacle s'adresse à toutes les générations confondues, car tout au long du spectacle, on rit, et c'est bien là l'essentiel. On va vous en montrer quelques exemples. Avant de laisser juste un petit clip, je ne sais pas si vous avez fait attention, juste c'est bien à l'espace culturel Jean Salle qui va se passer ce petit spectacle, c'est pas grave, mais dans tous les cas c'est écrit, et c'est à 20h. J'attire l'attention parce que pour ce spectacle, juste qu'on parle d'une génération Y, il y aura une petite restauration sur place et une possibilité, donc ça change un peu du registre habituel que nous avons l'habitude les dimanches après-midi de 7h, et c'est bien de marquer parce que ça change un peu par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, et donc je vous laisse à quelques images. La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. C'est-à-dire qu'avant, de 60 à 79, c'est les X, et au-delà de 2000, c'est... On a peut-être un petit problème de vidéo proche, ou, Edouard, si vous lancez votre... La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. La vidéo n'a pas été qu'avant, téléchargée. De 60 à 79, c'est les X, et au-delà de 2000, c'est... Voilà. On réessaye une 3e fois, puis sinon, ça va vous donner encore plus envie de venir découvrir quelque chose. Voilà. On va dire comme ça. Désolée. Hein, allez-y, pendant je vais meubler. La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 donc ce jeune et 2000. homme, vous l'imaginez, vous entendez, une voix jeune, dynamique, café théâtre, pleine d'humour. Donc vous viendrez peut-être l'écouter au mois de janvier.
et on n'aura pas d'image peut-être. Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va faire confiance à Madame Boiron quand même? Voilà. Donc, on vous fait confiance quand même. Ça Paola. marchait jusqu'à cet après-midi. Désolée. Eh bien, on va passer donc à la suite. Et donc, on vous laisse dans ce moment aussi important. On a porté un moment important avec la violence faite aux femmes, un moment un peu de société. Et aujourd'hui, on est sur la mémoire. Alors, vous avez bien fait de programmer Karim Duval juste avant, parce que je pense que la richesse d'une politique culturelle, d'une part, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis moi, avec nos spectacles à la compagnie Vicento, souvent on me dit « Ah oui, ça parle de ça. Oui, mais est-ce que c'est drôle ?» C'est souvent l'argument qu'on me demande pour vendre nos spectacles. Et je leur dis non, nous, c'est pas drôle du tout. Mais justement, je pense que vous avez raison de programmer 2 spectacles, 3 spectacles drôles. Parce qu'on nous dit souvent, les gens ils ont besoin de se vider la tête. C'est vrai. Sauf qu'il faut la remplir d'un autre côté. Et si on fait que vider, alors je n'ai pas du tout la prétention de remplir vos cerveaux à vide, mais c'est un sujet qui me touche énormément puisque c'est toute la dynamique de notre compagnie. Alors là, je ne sais pas comment vous avez fait, Paola, parce que d'arriver à avoir Beat et Serge Karlsfeld ici à Sainte-Foy, déjà pour ça, 1000 bravos, mais 1000 bravos, parce que ces gens sont des stars, et ils ne se prennent pas pour des stars, mais sont des gens, des stars internationales. Là, d'arriver à voir comment vous y êtes pris. Je dis, dans tous les cas, ça c'est quelque chose, bon, on avait déjà essayé de les avoir l'année passée, après, mais c'est surtout grâce aussi au partenariat et au travail de M. Lévy, donc le président de l'association Les Fils et Filles des déportés juifs de France, qui a beaucoup œuvré. Et donc, je ne veux pas me prendre des mérites que je n'ai pas, en toute honnêteté. L'envie était là, mais je dois dire un grand merci à M. Lévy, effectivement, pour cette possibilité que nous donne et cette rencontre que nous donne. Voilà. Oui, 27 janvier, pour une petite mémoire, 27 janvier 1945, date de l'anniversaire de la libération des camps de la mort. Donc depuis le 27 janvier, et dans chaque... heureusement, il y a ce qu'on appelle en France le devoir de mémoire. Nous, notre compagnie travaille sur le devoir de mémoire. Et on travaille beaucoup avec les établissements scolaires. Nous allons dans les établissements scolaires, dès le collège, dans les lycées aussi, pour porter une pièce que vous avez eu la gentillesse de programmer, qui s'appelle Inconnu à cette adresse, qui est une des pièces les plus fortes du répertoire du XXe siècle. Modestement, moi je sais que j'essaye d'interpréter un de ces 2 rôles, un de ces 3 rôles dans cette pièce. J'ose dire que c'est peut-être le rôle le plus difficile à interpréter après 30 ans de théâtre. Avoir Beat et Serge Karlsfeld, bon, je pense que je ne vais pas les présenter, vous les connaissez. Hein, ils œuvrent depuis, on leur doit depuis 70 ans. On leur doit le combat d'une vie, le combat qu'ils ont coordonné pour la chasse aux anciens nazis. C'est grâce à eux qu'on a eu l'opportunité d'arrêter Adolf Eichmann, le procès d'Eichmann, Klaus Barbie, ici à Lyon. Ce sont des gens exceptionnels et ce sont des gens qui ont fait un travail sur la mémoire et qui ont réussi à répertorier le nom des gens assassinés dans les camps de la mort. Ce sont des gens exceptionnels à qui on doit beaucoup. Donc de les avoir ici, moi en tout cas, je serais très très impressionné. Et dans tous les cas, j'espère que vous serez présents parmi nous. Parce on sera là, bien sûr. La date est encore à préciser. Il n'a pas encore dit, effectivement, peut-être ne sera pas le 27, parce que je pense qu'ils sont très demandés. Mais on attend confirmation. Bien sûr. En sachant aussi que l'âge n'est pas des plus jeunes. Donc, on a laissé toute liberté de nous communiquer, même tardivement, leur emploi du temps. Tout à fait. On essayera de s'adapter au maximum. Et donc, nous présenterons cette pièce Inconnue à cette adresse. Elle est une très brève historique de cette pièce. Vous avez 2 amis qui sont mes frères absolus. Ils sont en Allemagne. On est là au début des années 30. Un est allemand, l'autre est un juif américain. Ils ont monté ensemble une galerie d'art qui fonctionne très très bien. Et puis, le mal du pays, le juif américain retourne aux États-Unis. Et puis, l'allemand, lui, reste à Munich. Et on est donc en 1930, 31, 32, 33, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Il y a donc une correspondance, il n'y avait pas de mail à l'époque, il y a donc une correspondance entre ces 2 amis. Et au fil de la correspondance, ça s'étiole parce que l'Allemand, petit à petit, adhère à l'idéologie nazie. Et le Juif qui est aux États-Unis ne comprend pas que son ami et son frère
puissent adhérer à cela. La pièce commence de façon très sympathique. En gros, c'est alors comment ça se passe, qu'est-ce que tu dis, comment ça va là-bas, et toi, la famille, les enfants, ah, dis donc, j'ai acheté tel tableau, tout ça, c'est formidable. Et puis petit à petit, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Et c'est une amitié qui se brise, bien sûr. Alors, si vous ne connaissez pas la pièce, je ne vais pas vous dire comment ça termine, mais c'est une histoire d'amitié qui se brise. Cette pièce raconte, bien sûr, une histoire d'amitié. Bien sûr, elle fait écho à ce qui s'est passé en 1933 avec Adolf Hitler élu de façon démocratique. Cette pièce aussi n'est pas là pour un jugement. C'est-à-dire que, vous vous souvenez cette belle chanson de Jean-Jacques Goldman, « Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à cette époque-là » C'est-à-dire que notre mise en scène, elle n'est absolument pas de jouer. Moi, je joue l'allemand, donc je vais devenir méchant et nazi, et puis le juif américain. Non, on joue beaucoup plus sur la complexité des sentiments et qu'est-ce que nous aurions fait, nous, à cette place-là. Ce n'est pas du tout pour juger, ce n'est pas du tout pour dire voilà le bon et voilà le méchant, parce que ça aurait été trop simple, et ce n'est pas du tout l'histoire de cette pièce. L'histoire de cette pièce raconte aussi comment un homme, et ça, vous le savez mieux que moi, on a pu le vérifier. On prend souvent les gens, les nazis, les gens aujourd'hui d'extrême droite. Dans le Vieux-Lyon, vous avez des associations d'extrême droite que je connais bien, eux me connaissent bien aussi, parce que je suis leur ennemi culturel juré. J'ai été menacé, moi, plusieurs fois. On a cassé la vitrine du théâtre, on nous arrache nos affiches, etc. On essaye modestement de continuer de résister, avec bien moins de courage que les vrais résistants, bien naturellement. Mais aujourd'hui, cette pensée-là continue d'exister. C'est-à-dire, les associations dans le Vieux-Lyon vous disent supériorité de la race blanche, élimination du noir, du juif, du PD et du tzigane. De vous à moi, quand on entend parler comme ça quelqu'un, on va dire, bon, ben, le pauvre gars, il est un petit peu, ou alors il n'est pas très cultivé. Voilà. Donc c'est une bande d'excités de 10-15 personnes. Il se trouve que sur les réseaux sociaux, et à Lyon, on est très bien, malheureusement très bien placé pour ça, ce sont des milliers de gens. Ce sont des milliers de gens en Europe. Ce sont des milliers de gens qui sont connectés entre eux. Moi, je connais ces gens-là. Ce sont des gens qui parlent très bien, ce sont des gens très intelligents, ce sont des gens très cultivés. Ce que raconte aussi cette pièce avec une intensité dramatique rare, j'insiste, c'est aussi que autour d'Adolf Hitler, ces gens étaient cultivés, ces gens étaient intelligents, et encore aujourd'hui, les gens qui peuvent tenir des propos antisémites profonds ou racistes profonds sont aussi des gens cultivés et intelligents. Et ça, je trouve que c'est absolument terrifiant. Donc cette pièce, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du théâtre du XXe siècle. C'est très difficile d'avoir les droits. On aura les droits, nous, grâce à la LICRA et quelques autres reconnaissances. Et c'est vraiment une pièce absolument, absolument magistrale. Cette pièce a fait le tour du monde. Elle est écrite par une dame qui s'appelle Cressman Taylor. Je termine, je fais très vite, parce que c'est un sujet sur lequel je peux parler 3 heures. Cette pièce a été publiée en 1938. D'accord, avant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous venez voir la pièce, vous me direz après la pièce, c'est pas possible. Cette pièce est malheureusement prémonitoire de ce qui allait se passer. Comment ça pouvait être prémonitoire? Parce qu'en 1933, lorsqu'Adolf Hitler a été élu, il avait écrit Mein Kampf, vous savez, quelques années auparavant. Il a demandé que dans tous les foyers allemands, il y ait un exemplaire de Mein Kampf. Il a surtout fait traduire le Mein Kampf en une trentaine de langues et expédié dans le monde entier, diffusé dans le monde entier. L'auteur, Catherine Cressman Taylor, a lu le Mein Kampf en 1937. Elle a été inspirée ensuite d'une histoire qu'elle entendait entre des gens qui avaient de la difficulté à correspondre avec l'Allemagne puisque le totalitarisme était installé et les lettres étaient filtrées. Et elle sort cette pièce en 1938. Lorsque vous verrez la pièce, vous me direz c'est hallucinant. Donc vraiment, j'insiste, avec beaucoup de modestie, nous essayons à la compagnie Novecento de servir ce texte. C'est à la fois très facile parce que le texte est juste magistral et à la fois très difficile parce que je vous jure qu'on sort dans un état, nous en tant qu'acteurs, à la fin de la pièce, c'est un peu compliqué de revenir. Ce sera donc fin janvier. Merci beaucoup. Merci. Le 31 janvier. Le 31 janvier à 17h. Et je me permets juste de rajouter quelque chose qui est notre choix aussi et qui est porté dans tous les cas aussi ce moment dédié à la mémoire en intercommunalité avec la Mulatière. Ceci est un texte aujourd'hui, on y tient beaucoup, qui est un texte obligatoire
dans les collèges. Et donc pour nous, que c'est important aussi intégrer donc cette jeunesse que nous avons avec le collège, le fait de porter un texte qui est étudié à l'école ouvre sûrement aussi aux jeunes, à travers le spectacle vivant, une possibilité pas seulement de lire, mais de voir tous les messages que le spectacle vivant fait porter avec des artistes qui jouent sur scène. Et donc pour nous, c'était très important. Et c'est aussi pour ça qu'a été fait le choix sur ce texte-là, parce qu'on a des collégiens sur le territoire qui, j'espère bien, verront voir vraiment ce texte, pas seulement parce qu'on le fait à l'école, mais qui répartiront avec quelque chose de plus, humainement parlant, de ce que peut simplement la lecture sur des jeunes, souvent est un peu Vous savez, nous, compliqué. Quand on va dans les établissements scolaires et qu'on montre des images dont nous avons les droits, des images de la Shoah, il y a des jeunes qui nous disent, mais monsieur, les photos, c'est quoi? Le film, c'est quoi? Ce sont des images d'archives. Oui, mais vous avez fait un Photoshop. Non, non. Et ce qui m'afflige, souvent, c'est de dire à des jeunes gens, en troisième, parfois seconde, je leur dis, mais vous n'avez jamais vu ces images-là? Non, on n'a pas vu ces images-là. D'accord? Donc, restons vigilants. Alors après, attention, quand on parle d'antisémitisme, parce que moi, on me fait le coup, et pourquoi vous ne parlez pas de l'esclavage? Et pourquoi vous ne parlez pas du massacre des musulmans en Bosnie? Et pourquoi vous ne parlez pas du massacre? J'ai dit, à travers ce texte-là, on parle de crimes contre l'humanité, des crimes contre l'humanité aussi. Voilà. Mais après, il y aura d'autres occasions pour d'autres conversations. Là, on continue, après ce moment important sur la mémoire, on continue toujours avec du théâtre, avec un autre style aussi de théâtre, une autre personnalité. Donc, Christine, si tu veux bien dire quelques mots dame, ça, Frida Kahlo. sur cette belle création. Un amour de Frida Kahlo, donc le 7 mars à l'Ellipse. Il s'agit là d'une nouvelle création écrite par Gérard de Constanze, un grand auteur qui a écrit de nombreux ouvrages, et la mise en scène, elle est soulignée par Jean-Claude Idé. Donc ici, il s'agit d'un spectacle accessible à tous qui met en scène la rencontre entre Frida Kahlo, Léon Trotsky et Diego de Rivera. On est à Mexico en 1937. Frida Kahlo, c'est une femme très engagée, une grande artiste, devenue une référence dans la peinture mexicaine et même tout un symbole de la culture mexicaine. Une femme très passionnée, dont la vie amoureuse a été très tumultueuse, souvent montrée sous un aspect plutôt négatif, et bien ce spectacle, bien au contraire, va vous montrer l'image d'une femme très positive, très gaie, qui défend toutes les valeurs de la liberté, qui veut profiter de la vie, profiter de la liberté. Voilà, c'est un très beau spectacle. Je vous garantis qu'il faut réserver cette date du 7 mars. Oui, parce on pense souvent que Frida Kahlo était une femme qui a énormément souffert. C'est vrai qu'elle a énormément souffert. Elle a eu son accident, elle avait 17 ans, elle est morte 30 ans après. Pendant 30 ans, elle a subi 27 opérations à la colonne vertébrale. On est au Mexique, il y a un siècle. Vous êtes femme, vous êtes handicapée, ben vous vous taisez. Déjà encore aujourd'hui, au Mexique, vous êtes femme, déjà vous commencez par vous taire. Et Frida Kahlo, à cette époque-là, elle a sa rencontre avec Diego Rivera, qui était lui déjà connu, qui était un peintre muraliste, qui travaillait... il avait une très belle phrase, Diego Rivera, il disait, il y avait 80% d'analphabètes à cette époque. Et Diego Rivera, en politique culturelle, il dit, eh bien moi, mon travail en tant que peintre, c'est d'éduquer le peuple et leur raconter leur histoire à travers mes fresques, à travers mes tableaux, parce que les gens ne savaient pas lire. Démarche absolument extraordinaire. Donc la Frida Kahlo, peintre, militante politique, elle se battait pour que les petites filles aillent à l'école, militante communiste, militante pour le droit des femmes, relation tonitruante avec son mari Diego Rivera. Elle était, pour l'époque, c'était assez scandaleux à l'époque, oui, elle était bisexuelle, elle a eu des aventures, elle couchait avec les filles que séduisait son mari. C'est odieux. C'est un personnage extraordinaire. Elle était d'une culture impressionnante. Elle a été reconnue par les grands surréalistes. Elle disait, quand on lui disait, mais vous peignez du surréalisme, elle disait, non, moi je ne peins pas du surréalisme. Je peins mes tripes. Je peins ce que je ressens. Elle a perdu 3 enfants, 3 fausses couches. C'est un personnage extraordinaire. Elle a eu une vie très courte, parce qu'elle est morte à 48, 49 ans. Elle a eu 25 vies. 25 vies. Et c'est un personnage féminin. Donc, pour corroborer ce que vous dites,
Elle passait 6 mois allongée dans son lit, l'opération, ensuite 3 mois en rééducation, et ensuite elle vivait à fond. On se met un petit peu à sa place. Et là, elle avait de la joie, il y avait toujours des musiciens chez elle, elle buvait de l'alcool, elle avait de la joie, elle aimait la vie, et puis ensuite de nouveau un problème, de nouveau alité, de nouveau une autre opération. C'est pour ça qu'elle peignait dans son lit. Et elle peignait dans son lit parce qu'elle était coincée dans son lit, et c'était sa mère qui lui avait dit « Mais écoute, pour t'occuper », il y avait à l'époque un lit à baldaquin, et donc elle lui a mis un miroir au-dessus de son lit. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'œuvres de Frida Kahlo qui sont des œuvres, des autoportraits, entre autres. Et pour la petite anecdote, moi j'ai vu l'exposition Frida Kahlo à Paris il y a quelques années, et j'étais très surpris de voir qu'en fait ce sont des tableaux plutôt petits. Ce sont des, vous savez, c'est des 21-29-7 quoi. Et c'est petit parce que, comme elle était bloquée dans son lit, elle n'avait pas la perspective du peintre. Donc sa seule perspective, c'était la longueur de son bras. Et c'est hallucinant. Grand personnage, donc là, ce spectacle sera particulièrement orienté sur le lien et la vie qu'elle a eue avec Trotsky, puisqu'elle avait reçu Trotsky, qui était, lui, réfugié à cette époque-là, et réfugié de Russie. Il a été accueilli à Coyoacán, dans la maison Frida Kahlo, avec Diego Rivera, et quelques temps après, il sera assassiné à coups de pic à glace. Elle avait, elle, eu un lien avec Trotsky, parce que je crois que c'était surtout une grande intellectuelle. C'est un échange avant tout intellectuel, avant d'être un échange sentimental ou sexuel, je crois. En tout cas, venez voir et découvrir une infime partie de la vie de Frida Kahlo, qui est un personnage du XXe siècle hallucinant. Après, je vous ramène un peu dans des choses beaucoup plus concrètes. Donc, on continue notre série de conférences. Et cette fois, dans cette but de changer quand même, et chaque fois de vous donner quelque chose de différent. Et donc, on va proposer une conférence animée par Fabrice Moulenbach, qui est maître de conférences et chercheur à l'Université de Saint-Étienne sur l'intelligence artificielle. Cette conférence permettra de mieux comprendre ce que l'intelligence artificielle, ses enjeux dans notre société, les perspectives d'avenir, et surtout aussi ce que touche avec notre quotidien. Donc c'est quand même un univers différent qui nous parle à tous dans le quotidien. Donc je vous donne rendez-vous le 14 mars à l'espace culturel Jean Salle pour cette conférence sur une nouvelle thématique. Et là, on va continuer l'intercommunalité avec la Moulatière. Donc vous avez votre petite Charlotte, fantastique. Et donc Sylvie nous présentera le Quatuor Ellipsos. Alors avec le Quatuor Ellipsos, nous touchons à l'excellence musicale et l'engagement humain. Les membres du Quatuor se sont rencontrés pendant leurs études au conservatoire et très vite ce jeune Quatuor se distingue par son ouverture et sa polyvalence. Ils interprètent aussi bien des pièces du répertoire classique que des œuvres de notre temps. Il est le Quatuor de saxophone le plus diffusé sur l'antenne de France Musique et ce depuis 2007. Il crée l'événement en 2017 en étant le tout premier quatuor de saxophone à présenter un récital au prestigieux château de Versailles. Ils sont les premiers saxophonistes à avoir été invités aux Victoires de la musique. Ces mêmes Victoires de la musique classique qui reconnaissent leur rayonnement international en les invitant à clôturer la 27e cérémonie en direct sur France 3. Les services audiovisuels de Radio France leur confient également la présentation numérique de leur instrument, donc de la famille des saxophones, pour France Musique, que vous pouvez voir sur Internet. Vous les avez peut-être vus un dimanche après-midi à l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Le Quatuor Ellipsos compte parmi ses partenaires de musique des chambres des musiciens de renom, dont Jean-François Gisèle, que nous avons présenté tout à l'heure en début de présentation. Je vous parlais de leur engagement humain parce que Ellipsos est vraiment très engagé. Ils sont très attachés à la ruralité et ont créé un festival qui se nomme Le Souffle, consacré aux instruments à vent principalement sur les territoires ruraux. Ces membres sont également engagés comme ambassadeurs pour la fondation Le Souffle dans la lutte contre les maladies respiratoires. Et enfin, au Conservatoire Musique et Danse, nous de Sainte-Foy-les-Lyons, nous mesurons cet engagement au quotidien avec Julien Bréchet, qui est donc saxophoniste au Quatuor et également professeur dans l'établissement. C'est très bien aussi. Comme ça, c'est une façon aussi de montrer nos enseignants, nos professeurs au conservatoire aussi, dans leur veste d'artistes et pas seulement dans la veste de professeurs.
Donc, on va faire juste un petit clin d'œil au partenariat qui continue donc aussi cette année grâce à la bibliothèque. Merci Christine Maté. On continuera le partenariat avec le Quai du Polar. Donc, il y aura une rencontre avec auteurs, comme depuis 3 ans, je ne me trompe pas. On sait que ce sera le samedi 3 avril, on ne sait pas encore qui. Et dans tous les cas, vous aurez toutes les informations. Donc, pour tous ceux qui aiment le roman et le polar, ne ratez pas cette rencontre avec auteurs à la bibliothèque Senghor, donc à la bibliothèque, on peut dire centrale, le 3 avril. On va continuer avec un autre côté de patrimoine, donc une autre conférence sur ce quartier de la Confluence, avec Suzanne Lombard-Platé, toujours École du Louvre, qui va nous présenter cette côté, je dirais, des patrimoines de nous tous lyonnais, sur cette évolution du quartier, d'un point de vue habitation, patrimoine industriel, urbanisme, 3 angles de réflexion pour ce quartier en pleine mutation, représentatif de la ville du XXe siècle. Donc, très intéressant aussi sur quelque chose qui appartient à nous tous. Et là, on va continuer, on essaye un tout petit peu peut-être d'accélérer, Christine aussi, sur cette fin de présentation. Peut-être voilà, on y va. On y va. Alors, Brassens-La Fontaine. Le 2 mai, donc l'Ellipse accueillera 2 grands auteurs, Marie-Christine Barrault et Jean-Pierre Arbon, pour un spectacle très original qui mêle les textes des 2 grands auteurs. Alors, il faut savoir que 2021, c'est le double anniversaire de naissance, le 400e pour Jean de La Fontaine et le 100e pour Georges Brassens. Donc tous 2, en fait, ont de très nombreux points communs. Bien sûr, la beauté de la langue française, et puis bien évidemment la légèreté et leur regard sur la comédie des hommes avec beaucoup de fantaisie. Alors Georges Brassens n'a jamais chanté Jean de La Fontaine, mais il aurait pu, car son œuvre, elle répond très souvent au célèbre fabuliste. Alors 3 siècles les séparent, mais il y a vraiment une connivence d'esprit qui est assez incroyable entre ces 2 personnages. Et Jean-Pierre Arbon l'a bien compris, et c'est pour ça qu'il a construit ce très joyeux spectacle. Alors La Fontaine-Brassens, par œuvre interposée, il n'a pas hésité à mettre en musique certaines fables à la manière de chansonnettes de Brassens, lui faisant écho à son tour. Donc le duo fonctionne vraiment plutôt bien. Tout au long de ce spectacle, Marie-Christine Barrault et Jean-Pierre Arbon s'amusent. Ils s'en donnent vraiment à cœur joie pour faire dialoguer le chanteur et le fabuliste. Donc un très beau duo à ne pas rater le 2 mai. Merci Christine. Projet particulier, projet assez intéressant sur ce dialogue improbable des grands de la culture française. On va juste continuer avec le dernier spectacle présenté. Comme vous savez, chaque année, on a toujours un spectacle où il y a 9 élèves du Conservatoire de musique et danse qui participent. Et donc, merci Sylvie de présenter ce dernier concert. Alors, le dernier concert sera donné avec le Quatuor Debussy. Ce quatuor lyonnais qui a été fondé en 1990 et qui fête ses 30 ans d'activité. C'est un quatuor qui a été applaudi aux 4 coins du monde, partageant toujours la même passion, ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses, Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie et heureusement l'Europe quand même. Premier prix du concours international de quatuor à cordes d'Évian en 1993, victoire de la musique en 1996. Le Quatuor Debussy a été nommé et récompensé à maintes reprises, jouissant à ce jour d'une reconnaissance incontestable. Ces musiciens sont portés par des valeurs de partage et de renouvellement des formes. Ils créent des passerelles avec différents domaines artistiques, comme la danse, avec notamment Maggie Marin, qui est également présente sur le territoire, le théâtre ou encore les musiques actuelles et le cirque. Ils défendent une vision d'une musique classique, ouverte, vivante et créative. Ces membres seront donc présentes tout au long de l'année au Conservatoire Musique et Danse pour la création d'un orchestre à cordes qui se produira donc en première partie de soirée. Merci Sylvie. Et avant de vous quitter, on a une petite surprise normalement avec cet événement. Et on avait bien trouvé, mais on voulait vous garder cette surprise parce que dans la réalité, dans la saison culturelle, manque quelque chose. Et donc, cette manque qu'on a vue d'un côté expositif,
d'un côté exposition. Souvent, les Fidésiens me demandent, mais alors, Madame Boiron, c'est quand la prochaine exposition? C'est quand? C'est quoi? C'est comment? Mais alors, il n'y en a pas, etc. Et donc, là, je tiens vraiment à vous présenter cette exposition qui va être présentée dans notre ancienne piscine municipale sur, je dirais, le marin par excellence, le voyageur, vraiment qu'on connaît tous, passionné par la découverte, par la liberté, un personnage qui fait partie, je pense, de notre culture, de nous tous aujourd'hui. Il touche la BD. Et donc, on est très content de vous présenter l'exposition BD Corto Maltese qui va avoir lieu tout le mois de juin 2021 à l'ancienne piscine municipale. Et si on peut la faire, et je tiens vraiment beaucoup à terminer cette soirée après une petite information technique pour sortir sans qu'on s'en mêle les pattes les uns avec les autres, grâce aux partenaires. Sans les partenaires, cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Et c'est quelque chose qui va durer, on vous donnera le programme, on vous expliquera. Et donc, je tiens vraiment à remercier énormément Engie Coffelli, l'Institut culturel italien, la région, FEBRE, le domaine Lyon-Saint-Joseph et tout le monde qui participe à la réalisation de la saison culturelle, certes, mais tout particulièrement de cette exposition qui, je pense, va faire l'unanimité. Il y aura beaucoup, beaucoup de surprises. Beaucoup, ce n'est pas l'affiche, je mets qu'une image pour vous mettre dans l'ambiance de Corto Maltese. L'affiche sera proposée par Pellegero, le dessinateur d'aujourd'hui de Les Aventures de Corto Maltese. Donc, ça sera tout en découverte et on vous donne rendez-vous donc le mois de juin. Je vous remercie énormément. Allez, Franck, excusez-moi. Non, merci. Moi, je voulais simplement vous annoncer une nouvelle, c'est qu'à partir de ce soir, je suis désolé pour vous, mais ce sera tant mieux pour toute la communauté fidésienne, vous changez de livre de chevet. Voilà. Merci. Ça s'appelle la saison culturelle. Vous en prenez plusieurs. Vous en mettez un dans la chambre de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos voisins, dans les boîtes aux lettres. Faites ce que vous voulez. Et puis, abonnez-vous, quoi. Voilà, là, je vais faire le représentant de commerce. Abonnez-vous. Parce qu'en plus, sincèrement, à ce prix-là, venez au théâtre, venez essayer. Et puis, choisissez pas seulement des choses qui vous intéressent forcément. Laissez-nous, les gens du métier, essayer de vous surprendre et puis de vous enchanter. Et puis, si vraiment vous vous ennuyez parce que vous avez vu quelque chose, c'est pas grave, ça fait du bien aussi. Puis vous en parlerez avec les artistes ensuite. Donc, vous vous abonnez à tout et vous venez avec tous vos amis. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de sortir, je vous demande... pour la problématique de les normes sanitaires, effectivement, si vous pouvez, il y a les informations techniques. Tout le monde connaît Christine, qui normalement est l'oreille derrière le téléphone qu'on vous a appelé. La parole aussi pour répondre à tous vos questions sur des conseils ou quoi. S'il vous plaît, si vous pouvez privilégier la billetterie en ligne, serait vraiment sympathique de votre part. C'est très important aujourd'hui d'essayer effectivement de s'organiser pour le mieux. Si vraiment ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. La seule chose, vous appelez Christine et vous prenez rendez-vous pour venir récupérer vos places directement en mairie. On ne peut pas faire rentrer autant de monde qu'on veut, donc il faut un minimum d'organisation. Pour pouvoir sortir ce soir d'ici, je voulais juste vous demander si on pouvait faire la situation suivante. Donc, de le premier rang où il y a Madame le maire au premier rang rouge, que vous êtes là, vous sortez par cet côté-là, en sortant par la porte de sécurité. À partir du deuxième rang rouge, où il y a Paul Bercher et compagnie, vous pouvez ressortir en remontant de l'autre côté et donc par le hall du cinéma. On se retrouve tous dans le hall du cinéma pour échanger. Désolé, on était peut-être un peu plus long que d'habitude. Dans tous les cas, un grand merci pour votre présence. J'espère qu'on pourra passer des bons moments ensemble. Merci beaucoup.